Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal. Au sommaire de cette édition, le budget de l'exercice 2015-2016 est chiffré à 120 milliards de gourdes. Il priorise le développement des infrastructures agricoles, informe le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo. La plateforme Vérité n'entend plus continuer le processus électoral avec l'actuel CEP. Elle explique sa décision en raison du fait que le CEP s'était montré partial lors des élections du 9 août dernier, entaché de nombreuses irrégularités. 3 ministres et un secrétaire d'État rejoignent l'administration Martelly-Paul, informe un arrêté ministériel daté du 7 septembre 2015. Installation ce mardi de Mario Mayas comme nouveau directeur général de l'unité centrale de renseignement financier, en remplacement de Joseph-Dominique Baguidi-Fils. Le nouveau DG de l'UCREF promet de rendre l'institution plus performante. À l'étranger, le Venezuela ouvre ses frontières aux réfugiés syriens fuyant la guerre dans leur pays. Le président Nicolás Maduro a exprimé ce mardi sa volonté d'offrir un refuge à plus de 20 000 Syriens. Voilà pour les titres. À tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Tout de suite, le développement du journal. Comme annoncé en titre, la prochaine enveloppe budgétaire devrait tourner autour de 120 milliards de gourdes. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, ce budget sera axé sur plusieurs grands programmes tels que le développement des infrastructures agricoles, une politique de nutrition, a expliqué le ministre Wilson Lallo au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Refait budget sous base de programmes. Et l'un dit un programme, ça veut dire c'est un système d'activité qui peut impliquer plusieurs institutions de l'État. Là, c'est des pratiques qu'il faut qu'on installer parce que ça a demandé des changements dans l'institution de l'État dans le fonctionner. Mais tout au moins, année ça, nous avons 5 gros programmes que nous allons essayer de mettre de l'avant, qui vont impliquer plusieurs ministères. Et nous prenons le programme phare là, c'est le ministère de l'Agriculture qui prend le leader sur lui. C'est vraiment développer les infrastructures agricoles. Et l'un des infrastructures agricoles, c'est faire maîtrise de l'eau, c'est assurer piste rurale, c'est mettre en place chaîne logistique, y compris pour mettre en place des outils pour faire transformation agricole et connexion et producteurs avec marché, y compris à l'international, pour nous exporter de cas échéants. Et c'est pour ça que nous-mêmes recrutons une experte qui sont aux États-Unis, qui pour justement travailler avec filières que nous avons encadrées et aider Mounio pour nous changer façon de faire commerce. Et 5 programmes, c'est la maîtrise, c'est les infrastructures agricoles. Et il y a une là-dedans politique de nutrition, parce que pour infrastructure agricole, il y a une pertinence. L'homme mettre système d'irrigation, etc. Il faut m'assurer que la production va augmenter, donc productivité et espace va augmenter. Mais comme il y a plus de production pas gaspiller, il faut faire transformation production. Et quand là, ou bien il faut faire un marché pour me déverser rapidement. Parce que si vous dites que vous faire un pile de tomates, et puis vous avez fait 6 tomates, vous faire 1 million de tomates, c'est que vous avez plus pauvre avec 1 million de tomates qu'avec 6 tomates. Parce que vous venez un pile de tomates, mais pour te faire, vous êtes obligé de prêter corps, vous avez des gens qui travaillent avec vous, et vous ne pouvez pas vendre tomates, vous vendez à des prix trop petits à cause de trop de tomates, prix de tomates viennent diminuer. Donc il faut que nous aidions à conserver les produits, faire transformation de produits, jouer un marché qui est intéressé à produits pour que vous n'ayez pas de gaspillage.
Notons que le ministère de l'Économie et des Finances a organisé ce mardi un atelier sur la gestion du littoral en Haïti autour du thème « Le littoral en Haïti, enjeux fonciers, économiques, menaces environnementales ». La démarche vise à attirer l'attention des maires et responsables des annexes de direction de la Générale des impôts au niveau des communes ayant une ouverture sur le littoral. Le MEF a voulu également sensibiliser ces derniers sur l'importance de faire une bonne gestion du littoral. Les échanges ont mobilisé un total de 77 maires ainsi que des représentants de différents ministères. Le ministère de l'Économie prévoit d'éteindre cette campagne de sensibilisation à toute la population en vue de parvenir à la protection du littoral d'Haïti. Écoutons à ce sujet le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalo, au micro de Ouesté Antoine et Rwandi Henry. Donc ça nous besoin faire, je dis, nous besoin faire nous comprendre que bon en mer sont ressources liées, mais ce n'est pas une ressource pour nous privatiser, c'est une ressource collective que liée. Et là nous tout travail pour nous protéger, c'est bon pour tout pays. Je dis alors prendre des petits pays tant que Jamaïque ou bien même Pipiti encore, Saint-Kitts et Nevis sont de petits pays. Principale ressource c'est le tourisme. Et les touristes achètent qui ça sous plage. Moi j'ai invité nous à la zone ça pour regarder chaque plage monio. Et où il n'y a pas de plage. Et pour recevoir pile touriste, parce que le touriste, la première ressource qui est intéressée, c'est d'abord que les bon en mer que le gars aller. En Haïti, nous chargés avec ça, mais nous mal exploiter. Et donc, vous remarquez, nous voulons faire tourisme pour nous développer. Des pays, seul pays qui a un problème vraiment dans la région, c'est Cuba. Mais un pile pays dans la zone, c'est qu'il n'y a pas de plage par rapport à nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous gâter ça, il faut nous travailler sur lui pour nous faire le tourner en ressources. Et pour ça, il y a des législations qui vous faites, il y a des communications que vous faites, et il faut gagner une police qui occupe de l'environnement et qui pourra traiter justement de questions de plage. On façon pour nous créer un pile job pour des jeunes qui habitent bon en mer, mais en même temps qui pour éviter que les gens pas chita à développer des activités qui sont nuisibles pour eux-mêmes pour l'avenir, même si je dis à profiter de lui, mais après demain, il y a la nuisible pour eux et le nuisible pour la collectivité. C'est ça qui fait que je dis à nous inviter 77 maires qui sont sortis dans 77 communes qui ont ouverture sur la mer, nous inviter responsables DGI qui sont sortis dans la zone Sayo, et c'est eux qui sont dans ça là où ça la bondé de monde, nous inviter les gens qui ont hôtel tout venir là pour nous parler avec eux, et nous inviter tout autre ministère qui concerné par question domaine public et en particulier question littorale. Nous faisons venir pour nous faire un pile expert venir parler avec eux et expliquer ce que notre pays fait avec le littoral par eux. Plusieurs mesures seront prises en vue de faire une meilleure gestion du littoral en Haïti, indiqué pour sa part la secrétaire exécutive du comité interministériel d'aménagement du territoire. Michel Auriol cite entre autres mesures la mise en place d'un cadastre et un rapport au littoral. Les précisions de Michel Auriol au micro de Wesley Antoine et Rwandi Henry. Et puis, dans deuxième étape, nous sommes capables de faire un cadastre sous le littoral, donc sur une profondeur de 200 mètres, côté que nous sommes capables de vraiment identifier qui est-ce qui est sous l'espace, ça appartenu à l'État, ça pas appartenu à l'État, et régulariser la situation, ça qui passé dans l'espace. Il y a l'autre ministère qui est très impliqué dans la question, c'est le ministère de l'Environnement, côté que là tout de suite nous prenons un atelier sous question environnement et littoral. Comme nous connaissons un paquet de problèmes, nous avons un paquet de plages qui disparaissent. Nous avons une plage comme Port-Salut qui vraiment, avec les années, nous perdons un pile sable en Port-Salut et Port-Salut menacé de disparition. Donc, nous avons l'autre série de décisions qui prend avec le ministère de l'Environnement pour voir comment que nous allons gérer la question de l'érosion côtière. Ou une ville, quand une ville au Caille, c'est le même problème dans tout. Ça veut dire chaque année, la mer poton mosso en ville ça aller. Donc toute question ça yo pral très précisément qui démarche qui pour faire pour gérer question ça. Parlons élection à présent, la plateforme Vérité n'entend plus continuer le processus électoral avec l'actuel CEP. Dans une note, la plateforme explique sa décision en raison du fait que le CEP s'est démontré partial lors des élections du 9 août dernier, entaché de nombreuses irrégularités. La plateforme Vérité s'est présentée comme victime de ces joutes qui, selon elle, peut entraîner le pays vers de nouvelles instabilités. La plateforme Vérité annonce qu'elle va contacter ses membres et ses candidats afin de leur expliquer ce qui l'a motivé à prendre une telle décision qu'elle estime être une bonne chose pour la démocratie et la stabilité.
Autre information à ce journal, l'installation ce mardi de Mario Mayas comme nouveau directeur général de l'unité centrale de renseignement financier UCREF. M. Mayas a passé 6 ans au sein de cette institution avant d'être nommé directeur général en remplacement de Joseph-Dominique Baguidi-Fils. Le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, qui a procédé à l'installation du nouveau DG de l'UCREF, a estimé que Mario Mayas représente une ressource fiable sur laquelle le gouvernement peut compter pour poursuivre sa lutte contre le blanchiment des avoirs, le trafic illicite des stupéfiants, entre autres. Écoutons le ministre Pierre-Richard Casimir au micro de Pierre Lunique Revanche et Max Joseph. Monsieur le directeur général, je sais que votre connaissance du secteur bancaire dans lequel vous avez travaillé pendant 30 ans a toujours été et sera encore un avantage pour l'UCREF. Cette institution, en raison de sa mission, est appelée à être constamment en contact avec ce secteur. Je sais aussi que votre disponibilité a maintes fois aidé dans le suivi des requêtes venant notamment de la direction centrale de la police judiciaire. J'espère que votre accession au poste de directeur général va vous faire redoubler d'ardeur et de courage pour mener une lutte sans merci contre le blanchiment des avoirs. Vous trouverez notamment, à travers la Commission nationale de lutte contre le blanchiment des avoirs, des partenaires et des collaborateurs très imbus de la question et très conscients des défis du secteur. Je souhaite que vous trouviez à chaque fois une collaboration franche et efficiente, que ce soit de la Commission nationale de la lutte contre la drogue, que ce soit aussi du côté de l'Association des professionnels de banque et de toutes les institutions connexes. De son côté, le nouveau DG de l'UCREF a tenu à remercier le chef de l'État de l'avoir choisi pour servir son pays à ce niveau. Ainsi, il a donné la garantie qu'il va travailler en parfaite harmonie avec le personnel de l'institution afin de donner des résultats satisfaisants pour le bien-être du pays. Mario Mayas était au micro de Pierre Lunique Revanche et Max Joseph. 30 ans de carrière dans la finance et 6 ans en tant que directeur des opérations et directeur général adjoint ici à l'UCREF, j'entends intervenir de façon énergique et responsable pour ne pas décevoir les attentes de ceux qui m'ont aujourd'hui confié ce poste. Je profite donc de cette opportunité pour lancer un appel pressant à tous les concernés en tant qu'institution et acteurs dans la lutte contre le blanchiment des avoirs pour leur collaboration intelligente et soutenue, notamment le secteur financier. Mes chers collaborateurs ici présents, je veux partager avec vous tous ici ce moment. La mission principale de l'UCREF est d'empêcher l'utilisation du système financier haïtien à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme. En conformité avec cette mission et pour atteindre nos objectifs, je compte sur votre collaboration la plus loyale pour relever ensemble ce défi, celui de remettre l'UCREF sur les rails afin qu'elle puisse reprendre son élan. De nouvelles nominations dans l'administration publique haïtienne par arrêté daté du 7 septembre 2015. Suite à la vacance occasionnée par la démission de certains membres du gouvernement, le citoyen Ardouin Zéphirin a été nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Ariel Henry a été nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Gabrielle Hyacinthe a été nommée ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Le citoyen Jean Wilberson Timothée a été nommé secrétaire d'État à l'alphabétisation. Autre point, ce 8 septembre 2015 ramène la 49e journée internationale de l'alphabétisation, célébrée cette année sous le thème « L'alphabétisation et le développement durable ». Pour marquer cette date en Haïti, une activité a été organisée à Pétionville à l'initiative de la secrétaire d'État à l'alphabétisation, en présence entre autres du ministre de l'Éducation nationale, d'autres membres du gouvernement haïtien, de représentants de la communauté internationale, de la protectrice du citoyen. Les initiateurs ont profité pour relater l'importance de l'alphabétisation considérée comme un véritable investissement. À ce sujet, suivez les précisions du secrétaire d'État à l'alphabétisation
Mozart Cléresson et du ministre de l'Éducation nationale Nespi Maniga au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Nous-mêmes, dans le bureau secrétaire d'État pour l'alphabétisation, pour célébrer 49e journée, nous choisissons thème ça. Qui sortit dans la matrice existence pays, dans ce qu'on appelle les lignes fait la force là, nous dit on peut coller pour un Haïti sans analphabète. Le président UNESCO a dit nous ne sommes pas capables d'arriver dans le développement, les gagnants en pile monde, un gros pourcentage de la population qui ne pas lit, qui ne pas écrit. C'est un thème nous choisi, un gens pour nous capables d'attirer attention toute couche dans divers secteurs dans la société sous nécessité qui gagne pour être capable de connaître tout ça comme compétence à connaissance pour nous mettre un bout dans la cause qui pas bon en Haïti, puis il faut pas qu'on lit, pas qu'on écrit dans la société, pas nous. Là, on parle de l'alphabétisation, là, on parle de langue créole, yo presque vinn ouais tant que son bagay, c'est réparation sociale qu'il a fait pour moun yo te quitter derrière. Son vision paternaliste yo gagne pour aider moun qui pas gen trop moyens. Apprendre tout haïtien qu'on lit à qui écrit bien, c'est pas la charité, c'est pas réparation sociale, c'est investissement pour pays à faire progrès. L'alphabétisation est un droit humain fondamental conformément à la Charte des droits de l'homme, a rappelé le représentant de l'UNESCO en Haïti. Paul Gomis a souligné qu'en tant que base de la société, l'alphabétisation peut transformer les gens en améliorant leurs conditions de vie. Les propos de Paul Gomis ont été recueillis par Michi Alexis et Fézé Mathieu. L'alphabétisation est une nécessité primordiale pour que ce soit atteint l'un des objectifs de développement durable proposés, à savoir une éducation de qualité inclusive et équitable et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Le contexte est campé. Pour l'UNESCO, l'alphabétisation n'est pas un phénomène de passage. Certains doivent le savoir, il existe au sein de l'UNESCO ce qu'on appelle l'institution de l'apprentissage à vie et qui est basée à Hambourg, dont le rôle est précisément d'accompagner les efforts nationaux et internationaux en matière d'alphabétisation. Revenons au sujet d'aujourd'hui, je dirais, au propos qui m'a été demandé de faire quelques remarques sur l'alphabétisation et société durable par le secrétaire d'État à l'alphabétisation. Je dirais que l'alphabétisation est un droit humain fondamental, tel qu'inscrit dans l'article 26 des droits de l'homme, et il est la base de l'apprentissage tout au long de la vie, et donc un facteur du développement social et humain, et elle permet de transformer les vies des individus, des familles et des sociétés. C'est un instrument d'autonomisation qui améliore la qualité de la santé, les conditions de vie, les revenus des individus et des sociétés. Autre dossier à ce journal, dans plusieurs quartiers de la commune de Pétionville, les petites bourses du secteur informel étalent ça et là leurs produits en pleine rue ou sur des trottoirs et concourent à l'insalubrité dans la commune. Des tas d'immondices entravent la circulation automobile dans certains quartiers. Les autorités municipales avaient au mois d'août dernier annoncé des mesures pour freiner l'invasion des trottoirs par les marchands, mais ces dernières tardent jusqu'ici à entrer en vigueur. Reportage Ludmilla Marc et Yvan Seyid. Nous demandons toute machine pour vous, s'il vous plaît, par la ouïa. En attendant que nous voyons une solution, nous disons machine depuis ces marchandises qu'il en a ouïa, il a saisi. Il en a fait l'avertissement d'un ton ferme en août dernier en prélude à la Carifesta 12 en Haïti. Et depuis, plus rien. En témoignent plusieurs rues de la commune de Pétionville. Des étals de marchandises sur les trottoirs ou encore à même le sol, en pleine rue, des tas d'immondices jonchés ça et là entravent la circulation automobile et piétonne. À cela s'ajoutent de véhicules qui stationnent à tort n'importe où.
C'est en effet le cas à la rue Lambert, partant de l'ancien cimetière jusqu'à la rue Panaméricaine. Une situation regrettable, déplore plus d'un. Les mesures annoncées par les autorités municipales de Pétionville pour pallier la situation tardent à rentrer en vigueur. Entre-temps, les petites bourses du secteur informel occupent de plus en plus la chaussée. L'insalubrité prend de l'ampleur à Pétionville. Pour rehausser l'image de la commune, les responsables de mairie doivent passer de la parole aux actes. Pétionville était jadis réputée être la plus propre de toutes les communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Aujourd'hui, le constat prouve le contraire. Le projet Agritrans portant sur la production de bananes dans le nord du pays a conduit ce mardi à l'exportation de sa première cargaison de bananes à destination de l'Allemagne. Le président de la République Michel-Joseph Martelly, l'entrepreneur Jovenel Moïse, ainsi que le représentant d'une compagnie allemande de bananes étaient présents dans le département du Nord ce 8 septembre. À cet effet, dans son intervention, le chef de l'État a une fois de plus souligné l'importance de ce projet prometteur pour le pays. Il a profité pour réitérer l'engagement de son administration à travailler pour l'avancement de la production locale. Écoutons le président Michel Martelly au micro de Pierre Lunique, Revanche et Jasmin Delis. Même gens, il y a 60 ans de ça, que pas de événement culturel de dimension Carifesta qui est fait en Haïti, mais c'est même gens depuis 60 ans. Banane nous par jambé de l'eau. Banane nous parle dans l'autre pays. Donc je dis à son grand jour pour qui ça. C'est pas banane non qui privé l'autre bois comme je ballon visa et puis nous content non. C'est ça le représenter dans l'économie. Premièrement, c'est des gens qui travaillent dans le nord-est, dans le nord, et l'autre côté que le projet ça va le répliquer. Donc on va créer travail dans la communauté, on va créer richesse et on va combattre la famine. Et du même coup, banane dans lui-même que acheter à l'étranger, c'est euro qui va rentrer, c'est dollar qui va rentrer. Qui veut dire qui ça? Plus qu'on bande d'économie, la descente et dollar tout va monter parce que quand il y a des dollars qui va rentrer, il y a moins de rentrer. Donc il y a un paquet d'effets banane ça va les dire et les fini tout. Pas oublier que vous voyez des gens sous place qui pour assurer de qualité banane, un contrôle de qualité qu'a fait. Donc quand il y a le banane arrive en Haïti tout et que le de qualité sont l'autre bagaille encore parce qu'on a parlé de un Haïti qui est capable de travailler à un niveau mondial. Donc n'a pas une image un pays qui a changé à travers un produit que l'a exporté. L'initiateur du projet Agritrans SA, Jovenel Moïse, a remercié le président Michel Martelly qui a soutenu depuis au départ le projet Trou du Nord. L'entrepreneur a exprimé ses satisfactions de voir ce projet devenir une réalité, ce qui est une grande première dans l'histoire de l'agriculture haïtienne. Jovenel Moïse. À l'unanimité, tout le monde comprend que le pays, ça, il y a 60% là-dedans de ce pays. Tout le monde comprend qu'il y a plus de 500 000 carottes qui ne peuvent pas régler rien dans le pays. Une grosse satisfaction pour moi, je dis, pour moi, rêve ça, après 60 ans, Jean-Président Martelly se dit là, banane pour quitter le pays d'Haïti pour aller en Europe. L'actualité hors de nos frontières à présent, la République bolivarienne du Venezuela tend la main aux réfugiés syriens. Le président Nicolás Maduro a exprimé ce mardi sa volonté d'offrir un refuge à plus de 20 000 Syriens fuyant la guerre dans leur pays. Le chef de l'État vénézuélien a présenté sa terre comme un havre de paix, la terre de Christ de Bolivar, sur laquelle les réfugiés syriens se sentiront confortables. Détail avec nos confrères de Renews. Je veux que 20 000 Syriens rejoignent notre patrie, le Venezuela, pour partager cette terre de paix, de Christ, de Bolivar, pour aider au développement du pays. D'après l'ONU, près de 20 000 Colombiens ont dû migrer vers le Venezuela ces 3 dernières semaines en raison de la crise qui sévit entre les deux pays. Une frontière de plus de 2200 km, zone d'une intense contrebande. Le 19 août dernier, le président vénézuélien Nicolás Maduro a fermé une partie de la frontière et décrété l'état d'exception. Plus de 18 000 personnes ont rejoint leur pays d'origine de crainte d'être expulsées. La majorité des migrants ont trouvé refuge à Cúcuta, au nord de la Colombie. Il y a une dizaine de jours, la crise s'est encore aggravée. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs sur fond de dénonciation des violations des droits de l'homme. Dans la nuit de lundi à mardi, les autorités du Venezuela ont encore fermé un poste frontière.
Sachez que de plus en plus de Syriens continuent de fuir la guerre dans leur pays et poursuivre leur périple vers l'ouest de l'Europe. Ce mardi, plus de 20 000 candidats à l'exode ont été reçus par des pays européens, dont la Grèce. Hier, ils étaient près d'une dizaine de milliers de réfugiés à être accueillis par l'ex-république yougoslave de Macédoine. 3 000 devraient continuer à arriver en Europe chaque jour, selon les prévisions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Reportage Euronews. Ils poursuivent leur périple vers l'ouest de l'Europe et sont de plus en plus nombreux à fuir la guerre en Syrie. 4 ferries sont attendus au Pirée à Athènes ce mardi en provenance des îles grecques. Lesbos est au bord de l'explosion avec pas moins de 20 000 candidats à l'exode, soit le quart de sa population normale. Les tensions sont retombées à la frontière nord de la Grèce. Hier, 7000 réfugiés syriens sont entrés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, un record. Je suis arrivé ici ce matin. Mon voyage a débuté il y a 1 mois et je ne suis toujours pas arrivé. Et l'ONU est pessimiste pour l'avenir. 3000 personnes devraient continuer à arriver chaque jour dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine à partir de la Grèce. À Roske, à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, ces familles sont épuisées. Certaines attendent depuis des jours dans ce champ pour pouvoir se faire enregistrer et aller dans un camp de transit. L'expérience est épuisante et traumatisante. Je dis aux Syriens de ne pas venir de cette façon, dit cette avocate syrienne. C'est dangereux, très dangereux. J'ai vu la mort. Dans chaque ville où j'ai marché, j'ai vu la mort. Pour le président du Conseil européen, cet exode massif vers l'Europe risque de durer des années. La détérioration de la situation en Syrie et dans les pays voisins pour ceux qui y sont déjà réfugiés pousse à ces départs. Toujours dans l'actualité internationale, au Guatemala, c'est l'humoriste Jimmy Morales qui est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, outsider supporté par la droite Liberté démocratique. M. Morales, âgé de 46 ans, a signé récemment son entrée dans la vie politique où il a tenté vainement de remporter les élections municipales de sa ville. Il affrontera au second tour soit Sandra Torres, ancienne première dame, soit Manuel Baldizón. Reportage Euronews. Espérant secouer un système rongé par la corruption, les électeurs guatémaltèques ont placé un humoriste en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Il s'agit de Jimmy Morales, 46 ans, marié et père de 4 enfants, entré récemment dans la vie politique. Au second tour, il affrontera soit Sandra Torres, l'ex-première dame, 59 ans, soutenue par l'Union nationale de l'espoir social-démocrate, soit Manuel Baldizón, un riche avocat de 45 ans, déjà candidat en 2011, soutenu par le parti de droite Liberté démocratique. Le taux de participation de ce premier tour a été important, il a atteint plus de 70%. Seuls quelques milliers de voix séparent au final Sandra Torres et Manuel Baldizón. Il faudra donc encore un peu de temps pour les départager. La semaine dernière a été politiquement rocambolesque, les électeurs guatémaltèques ayant assisté à la démission de leur président conservateur Otto Pérez avant son placement en garde à vue sur des soupçons de corruption. À présent, la rubrique météo avec Slaine Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi mardi 8 septembre 2015. Nous sommes capables de remarquer sur tout le territoire haïtien. Température là pas monter qui était 27 degrés et l'IPAP descend qui était 20 degrés. Nous sommes capables de commencer avec ça. Tout d'abord, nous sommes capables de commencer avec Port-au-Prince. Température là à 24 degrés. La fait bon, nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction sud avec une vitesse qui a avoisiné 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là à 26 degrés. Nous avons un ciel éclairci. Nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons une bonne brise qui prend direction est avec une vitesse 18 km à l'heure. Au Caille, température là à 25 degrés. La fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel chaud, éclairci et humide. Nous avons possibilité pour nous gagner orage. Nous avons une bonne brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 18 km à l'heure. Jacmel, température là à 27 degrés. Nous avons un ciel plus ou moins clair. Nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage.
a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 7 km à l'heure. Jérémy, température là à 26 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide. Nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une bonne brise qui prend direction l'ouest avec une vitesse 7 km à l'heure. Gonaïve, température là à 24 degrés, la fait plus ou moins bon, nous avons un ciel peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner orage, nous avons une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 11 km à l'heure. Fort-Liberté, température là à 21 degrés, la fait bon, nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, nous avons une petite brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 11 km à l'heure. Esch, température là à 22 degrés, la fait bon, nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, nous avons une très légère brise qui prend direction sud avec une vitesse 6 km à l'heure. Port-de-Paix, température là à 26 degrés, la fait plus ou moins bon, nous avons un ciel éclairci, chaud et humide, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie, nous avons une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 20 km à l'heure. Miragouane, température là à 24 degrés, la fait bon, nous avons un ciel peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner orage, nous avons une très légère brise qui prend direction sud avec une vitesse 7 km à l'heure. Nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord et sud, que nous avons la main peu agitée, nous avons dit vigilant quand même, et nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans le golfe de la Gonave, que nous avons une belle main à soya. Après cyclone Erika, il y a un nouveau cyclone dans l'Atlantique qui c'est grâce, nous avons dit tout le monde pour arrêter brancher télésignal, pour arrêter au courant de trajectoire cyclone ça. Nous avons dit tout le monde pour faire prudence pendant ces saison cyclonique là. Matin, le soleil a levé à 6h36 et l'a couché à 6h59. Le proverbe du jour, 2 yeux contrés, menti kaba. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi, mardi 8 septembre 2015. On a dit tout le monde au revoir. À demain si Dieu le fait. Le rappel des titres, mesdames, messieurs, le budget de l'exercice 2015-2016 est chiffré à 120 milliards de gourdes. Il priorise le développement des infrastructures agricoles, informe le ministre de l'économie et des finances, Wilson Lallo. La plateforme Vérité n'entend plus continuer le processus électoral avec l'actuel CEP. Elle explique sa décision en raison du fait que le CEP s'était montré partial lors des élections du 9 août dernier, entaché de nombreuses irrégularités. 3 ministres et un secrétaire d'État rejoignent l'administration Martelly-Paul, informe un arrêté ministériel daté du 7 septembre 2015. Installation ce mardi de Mario Mayas comme nouveau directeur général de l'unité centrale de renseignement financier. Un remplacement de Joseph Dominique Baguidi-Fils, le nouveau DG de l'UCREF, promet de rendre l'institution plus performante. À l'étranger, le Venezuela ouvre ses frontières aux réfugiés fuyant la guerre dans leur pays. Le président Nicolás Maduro a exprimé ce mardi sa volonté d'offrir un refuge à plus de 20 000 Syriens. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésignal.